Sorel Mauborgne, députée de la circonscription. On la remercie d'être présente. Merci beaucoup. Donc moi-même, je suis une députée engagée puisque j'essaye d'avoir une réflexion autour des déchets qu'on produit et qu'on ne consomme pas éventuellement au cabinet avec, par exemple, de la location de vaisselle plutôt que du jetable. Enfin, voilà, on essaye d'apporter toujours une réflexion autour de comment moins produire de déchets et faire attention à tout ce qu'on utilise avec du nettoyage bio, du papier recyclé, enfin voilà, au maximum en tout cas. J'ai une petite question concernant les cheveux. Là, je trouve que votre process est super intéressant et en fait c'est hyper facile. Sauf qu'on ne comprend pas comment, en fait, une fois que le coiffeur a rempli ses 3 sacs dans la semaine, comment ça se passe la phase d'après. Qui récupère, qui collecte, est-ce que ça rapporte, est-ce que ça coûte? Parce qu'on sait bien que dans le déchet, un des problèmes numéro 1, et d'où la nécessité impérieuse de l'économie circulaire associée, c'est vraiment sa valorisation et son impact environnemental futur, par le transport notamment. Alors, en fait, on a deux axes qui sont développés déjà. On a Urbi, en fait, qui est une filiale de la Poste, parce que pour l'instant, on a une filière qui les récupérerait à Clermont-Ferrand. Donc, en fait, les coiffeurs sont prêts à les envoyer, si vous voulez, à les envoyer par la Poste dans des filières comme ça. Donc, qui eux, ont des machines pour faire des filtres. Ensuite, on a la collecte du coiffeur, qui est une émanation de la collecte médicale, en fait, qui récupère déjà tout ce qui est tube en alu, lame de rasoir dans les salons de coiffure, et qui va récupérer aussi les cheveux. Donc ça, c'est... Pardon ? C'est un abonnement annuel. Voilà, la collecte du coiffeur, c'est un abonnement annuel. Nous, l'idée de départ, de toute façon, c'était que, parce que si vous voulez, une commune comme le Var, un département comme le Var, on a déjà, nous, les ports, enfin, je veux dire, les rivières, on a tout, on a le besoin qui est local. L'idée, c'est qu'au départ, c'est de l'économie circulaire. Si vous voulez, c'est que nous, l'avantage qu'il y a, c'est que les sacs qui sont financés par les marques, la marge que fait l'association nous permet d'acheter des machines à tisser pour les ESAT, les centres d'aide par le travail. Donc en fait, ces filtres après seront fabriqués par les ESAT et revendus par les ESAT aux communautés de communes à des prix dérisoires, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un filtre à cheveux synthétique est moins cher un filtre à cheveux à hydrocarbures est moins cher qu'un filtre à hydrocarbures synthétique et absorbe plus. Donc en fait, ça permet aux ESAT d'avoir une plus-value et de faire de l'argent. L'idée, c'est que ça soit des associations, des centres d'aide par le travail qui fassent de l'argent. En fait. Voilà. Et après, j'ai entendu aussi dans le public, l'avantage du cheveu, c'est que le cheveu, on peut le laver. C'est-à-dire que le filtre, comme vous lavez les cheveux, le filtre se lave, on récupère les hydrocarbures et il peut resservir. Ça, c'est une des qualités du cheveu qui est imputrescible. En fait. Voilà. Merci. Alors, une intervention de... Simplement dire que, évidemment, la mairie de Grimaud est complètement concernée. Le maire n'est pas là cet après-midi parce qu'il a eu un empêchement, mais il était là ce matin. Et bien sûr, si ce salon perdure depuis 17 ans, c'est qu'il y a une dynamique, il y a une envie, on y va tous. Et l'intérêt de vous écouter tous là, élus et citoyens, c'est que maintenant on n'est plus seul. Avant, il y avait le petit colibri, on apportait notre petite goutte et on essayait, plus ou moins perdu dans son coin, de survivre à ça. Là, maintenant, on apporte des seaux et c'est vrai que les élus sont des locomotives, les citoyens sont le charbon. Et si on s'y met tous, eh bien vraiment, et puis à commencer par les jeunes qui maintenant nous montrent que ça y est, ils passent à l'acte. Et c'est vrai que les cantines de Grimaud sont à 100% bio depuis 2 ans maintenant. Donc voilà, je crois que c'est très encourageant d'être là et de voir tout ce qui se fait et puis de continuer surtout avec beaucoup d'énergie. Voilà. Ça nous fait une superbe transition avec la thématique alimentaire, justement le fait que les cantines de Grimaud soient à temps bio. On a invité Michael Latz, maire de Corrence, pour venir nous en parler, la démarche qui a été faite dans la commune depuis de nombreuses années. Donc Michael, si je peux te laisser la parole. Bonjour à tous, c'est Madame la députée.
les élus du canton et les élus de ce territoire. Juste avant de parler de la cantine, on commence à faire le choix du bio maintenant il y a en 96, 97, donc ça fait un moment, avec une démarche qui a eu un impact sur l'environnement, puisqu'il y a des études de l'INRA qui ont montré qu'il y avait une biodiversité extrêmement importante. On a installé beaucoup d'agriculteurs, la moyenne d'âge des agriculteurs de la commune sont très jeunes, et en parallèle, on a fait aussi un gros investissement sur la culture. Alors vous direz, c'est loin de l'environnement, c'est pas si loin de l'environnement que ça, parce que quand on parle de transition, il faut faire transiter, il faut faire changer nos méthodes et notre culture. Et si vous voulez, moi je raconte toujours que ça ouvre les esprits, et pour moi le résultat de ça, et c'est important dans ce canton, c'est que historiquement, Corrence a le taux le plus bas du Front National du département. Et je pense que c'est pas lié au hasard. Donc nous, on a continué ce travail depuis très longtemps, et donc l'histoire, on a d'une part il a fait parole. On a d'une part vachement travaillé sur les problématiques de démocratie participative. Par exemple, le grand débat a été fait par l'agenda 21 au niveau de Corrence. Et on a également travaillé, et c'était le sujet sur lequel on attendait à intervenir, sur la cantine. Donc on a construit une école complètement en éco-construction, avec du solaire, du chauffage à plaquettes de bois. Et on a fait, si vous voulez, moi je considère qu'il est aussi important d'apprendre à lire et à écrire aux enfants que de leur apprendre à bien manger. Parce que la manière dont seront constituées les assiettes dans les années prochaines est certainement très importante pour l'avenir de l'humanité. Et donc il est très important non seulement de dire qu'on a fait une cantine bio, de faire, mais de bosser sur deux sujets qui me semblent tout à fait fondamentaux. Le premier sujet, c'est la méthode d'apprendre aux enfants à manger. C'est-à-dire qu'avant chaque repas, on a une animatrice qui va expliquer aux enfants ce qu'ils vont manger. Pourquoi la courgette, il est important de ne pas la rejeter, de expliquer qu'un petit a travaillé, comment c'est, etc. Bon, c'est un travail sur le long terme. Mais ça permet aux enfants de comprendre ce qu'ils vont manger. Leur apprendre à manger de manière très diversifiée. On fait plein de repas bio, on fait plein de repas végétariens. On leur apprendre à manger moins de viande, c'est quand même fondamental. Même si on n'est pas végétarien au premier niveau, mais c'est leur apprendre. On leur apprend de la cuisine du monde, chaque fois lié avec les instits pour qu'ils comprennent les choses. Et puis, dernier point, on leur fait peser à la fin de chaque repas ce qu'ils jettent. Vous savez qu'un des grands scandales en France, c'est qu'on jette entre 30 et 35% des repas dans les cantines. Je veux dire, c'est en tant que femmes et hommes qui sommes ici, c'est vraiment un vrai scandale. Quand on sait ce qui se passe dans le monde, c'est pas acceptable. Et d'apprendre à nos enfants à ne pas gaspiller, c'est vraiment une priorité. Et on a une courbe dans l'école où les enfants voient ce qu'ils jettent, etc. On est à peu près à 8-9%, et on travaille là-dessus. Ça permet de faire un travail pédagogique avec les enfants, mais ça permet aussi aux cuistots de comprendre ce qui marche pas, de s'adapter, etc. Donc ça a un effet qui se coule et c'est très intéressant. Bien évidemment, ce qui est jeté n'est pas envoyé dans la poubelle, mais grâce surtout à Christophe, est envoyé dans... Parce qu'on a genre à partager à côté, donc tout est dans le circuit fermé. Voilà, donc globalement la cantine est faite. Donc, moi j'insiste beaucoup pour que les collectivités fassent la cuisine sur place. Parce qu'on crée la valeur ajoutée, ça permet d'avoir la main mise sur le chef cuistot et également c'est un outil de travail de transformation sociale. Je le dis en rigolant. En tant que maire, j'ai toujours une petite satisfaction en réunion de parents d'élèves quand les mamans viennent me voir le soir en me disant maintenant on est obligé de cuisiner le soir. Voilà, je vous remercie. Sur la thématique alimentaire, on va continuer avec des acteurs du golfe de Saint-Tropez. Une intervention.
Sur les cantines, je voudrais juste ajouter que la Croix-Valmer n'est pas représentée cet après-midi, mais très engagée sur la question du gaspillage alimentaire, sur la question du déchet après le repas. Donc ils ont un poulailler dans l'école qui bénéficie des pluches aussi d'avant le repas. Et ils ont acheté un dessiccateur. Alors ça c'est assez génial, c'est une machine dans laquelle les enfants trient leurs déchets. On peut mettre y compris les déchets carnés, ce qui change quand même un peu la donne par rapport au composteur. Et en fait, en l'espace de 6 heures dans la nuit, ça crée une espèce de poudre comme un marc de café et qui est utilisable en fait comme engrais, qu'on peut rajouter au compost, même avec les produits carnés. Et ça n'attire pas les rats ni rien. Et c'est vraiment un truc super qui coûte pas si cher que ça. Et en tout cas, certainement que si on mutualisait à l'échelle de plusieurs communes les achats groupés, ça coûterait encore moins cher. Et je voudrais dire aussi que le repas pris en collectivité, c'est aussi les EHPAD et les hôpitaux qui sont aussi pourvoyeurs de beaucoup de déchets et qui sont finalement souvent les oubliés des bonnes mesures et des bonnes pratiques qu'on fait à l'école. Merci. Donc pour continuer, je vais donner la parole à Charlie. Est-ce qu'il est parmi nous? Charlie, le boulanger bio de... Non, il n'est pas là. Peut-être qu'il fait la sieste. Alors, donc Léonie, est-ce que tu veux venir nous parler du domaine de la Tourac à Ramatuelle, donc un domaine en agriculture bio, et on a comme support... Donc moi je suis maître de chez au domaine de la Tourac, donc à Ramatuelle. On a un domaine en agriculture bio. Donc moi je vais brièvement vous parler de mon parcours. Donc j'ai fait un BTS viticulture œnologie en alternance à la Madrague, donc aussi qui est en agriculture bio. Ça me tenait à cœur en fait de travailler dans ce domaine bio qui défend mes valeurs. Ensuite, j'ai fait une licence pro en production agricole et enjeux environnementaux, où mon sujet de mémoire a été en fait la différence entre l'agriculture bio et l'agriculture biodynamique. C'était très enrichissant, j'ai pu interviewer des agriculteurs, donc plus notamment des viticulteurs en biodynamie, et c'est marrant de voir la différence, vraiment, c'est vraiment très très différent, et d'un côté en fait on défend vraiment les mêmes valeurs. Donc la Tourac, c'est un domaine familial depuis 1805. On a 30 hectares de vignes. On a aussi des oliviers qui sont en agriculture bio et on est en agriculture bio depuis 2013. Alors, du coup, depuis 2013, on est en bio. Donc on a des baisses de rendement. C'est normal. En fait, souvent, quand on passe en bio, les sols ils sont épuisés. Il n'y a plus il n'y a pas de vie en fait dans le sol. Donc c'est normal cette baisse de rendement. Là, on commence à avoir un rendement un peu meilleur, donc on est content. On a aussi les moutons qui viennent dans les vignes pour manger les mauvaises herbes, les adventices. Et c'est bien, ça évite d'utiliser du glyphosate. Et du coup, on défend des valeurs, on essaye en fait, notre but là c'est d'essayer de continuer d'être dans cette lancée-là, dans le bio. Alors je ne vais pas m'aventurer à dire qu'on va passer en biodynamie, c'est pas du tout ça, mais on essaye d'utiliser le moins d'intrants possible et de perdurer dans cette énergie-là. J'ai 22 ans. Et du coup, les derniers intervenants. Donc, je vais donner la parole à David pour l'entreprise Couleur Nature, qui est dans le secteur et dans Paris. Merci, bonjour à tous. Donc, moi, je fais partie d'une entreprise Couleur Nature qui est située à la gare Grenier. C'est une petite entreprise familiale qui œuvre un peu pour l'écologie depuis une vingtaine d'années, dans le sens où on est à la base paysagiste et on essaie de faire
des jardins qui vont respecter au maximum l'environnement, utiliser des matériaux qui vont être le plus écologique possible, c'est-à-dire que dans l'idéal, ça va être des matériaux qui sont récupérés sur le site, qui vont être naturels dans le sens où on utilise de la pierre, du bois. La pierre, elle va être utilisée sur des carrières locales. Le bois, ça va être des bois aussi qui vont être assez beaucoup. Et on s'est petit à petit spécialisé principalement sur les piscines naturelles. Donc le terme naturel, il est surtout dans la filtration en fait. C'est-à-dire qu'on va utiliser aucun produit chimique pour filtrer l'eau. L'eau va se filtrer uniquement en fait avec toute la vie qui va être dedans. C'est-à-dire qu'on imite la nature et ça va être les plantes, le mouvement, les bactéries qui vont rendre l'eau claire, de qualité baignade. Et en fait, cette eau, comme elle est pas chlorée, elle n'est pas salée, elle est complètement naturelle, elle va accueillir énormément de vie. Donc ça va être un centre de biodiversité sur le terrain extrêmement important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui parce qu'on n'a plus beaucoup de zones d'eau qui sont naturelles dans le coin, notamment aussi, surtout l'été, avec la sécheresse. Et on peut voir un peu là, quelques photos où ça va être en plus des piscines qui vont s'intégrer dans le paysage beaucoup plus qu'un rectangle bleu traditionnel, avec des formes libres, avec des rochers, avec des plantes. Et ça peut être adapté un peu à tout, c'est-à-dire qu'on peut aussi tout à fait réutiliser une piscine classique et la rendre en filtration naturelle. C'est assez simple. Et il y a une autre activité qui nous tient à cœur aussi, c'est la filtration des eaux usées. Donc ça va être surtout chez les particuliers, mais aussi tout ce qui est hôtel ou ferme. Et en fait, on va filtrer les eaux usées par phytoépuration, on appelle ça. En fait, c'est avec les plantes aussi, les graviers et les bactéries. C'est une filtration qui est écologique dans le sens où elle a des rendements importants. Et aussi, surtout, on ne va pas avoir de boue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même un problème assez important sur les eaux usées, c'est certes, on arrive à filtrer l'eau, mais on se retrouve avec des boues qui sont extrêmement concentrées en polluants. On ne sait pas quoi faire avec. Et du coup, notre entreprise, elle se développe petit à petit. C'est-à-dire que depuis quelques temps, tous les ouvriers se sont associés entre eux, donc il y a tout un côté social qui est présent aussi. Et du coup, ça a amené plein d'idées différentes, plein d'envies, suivant les gens. Tout le monde a commencé à vouloir s'impliquer davantage, quoi. Et aujourd'hui, on a pas mal de projets, notamment on aimerait filtrer les eaux des stations d'épuration pour en fait permettre de réutiliser ces eaux, de ne plus les voir comme un déchet. C'est-à-dire que ça peut tout à fait être utilisé pour l'arrosage. Donc ça, actuellement, on cherche un peu des communes qui seraient prêtes à tester pour avoir un peu plus de recul sur le système. Et après, voilà, un autre projet, c'est de faire des petits filtres pour les piscines hors sol, que ça soit filtré pareil en naturel, pour éviter tout le chlore, surtout pour les enfants. Des baignoires aussi, un peu de bien-être, pareil avec une autre qualité. Et je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps, je vais vous laisser. S'il y a des questions un peu peut-être. Des questions? Allez-y. Est-ce que vous êtes en scope? On n'est pas en scope, mais dans le fonctionnement, on fonctionne pareil. Mais c'est possible, ça arrive. Ouais. Une SCOP, c'est une société coopérative De production.
de production. Merci. Ok. J'ai d'interrogation. C'est tout. Ah, une petite question sur la droite. Ouais. Et après, Et comment, avec ces espaces d'eau naturels, comment on en fait les moustiques de proliférer? En fait, il n'y a pas de moustiques, parce qu'il y a toute une vie qui se crée dedans. Pas forcément les poissons, mais rien que les larves de libellules, elles vont manger tous les moustiques. Et il y a du mouvement. C'est une eau qui est vive, qui est ultra dynamique, et qui est vivante, et le moustique, il n'arrive pas à se développer. Il se fait manger direct, et c'est pas son espace de vie, en fait. Quelle est l'efficacité? Je veux dire, quelle superficie, pour quel tonnage, l'entretien, est-ce durable, pas durable? En fait, on va fonctionner généralement avec deux bassins, un bassin plus de baignade et un bassin plus de filtration. Et il faut à peu près un tiers de filtration pour 2 tiers de baignade. Ça, c'est pour la superficie. Après, pour l'entretien, c'est un entretien qui va être un peu différent, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de produits à mettre, vous n'allez pas avoir le taux d'acide à gérer. Donc, c'est pas un entretien quotidien. Par contre, vous pouvez avoir un peu de dépôt qui va se créer au fond. Ça, vous mettez un robot ou un coup d'aspirateur, ça fait tout à fait le travail. Et après, c'est un entretien de jardin, c'est-à-dire que vous avez des plantes, il y a à entretenir, faire attention qu'il n'y ait pas trop d'herbe, faire un petit taille. C'est durable. Merci. C'est durable comme solution. C'est durable. Par contre, on a un petit peu dépassé, donc si vous voulez, il ne faut pas hésiter à revoir les intervenants sur leur stand pour reposer toutes les questions. Moi, je voudrais remercier tout le monde d'être présent. Merci les intervenants. Yann de l'association biologique. Les intervenants professionnels d'être venus nous parler de leur projet, c'est vraiment inspirant. J'en connaissais même pas la moitié et je pense qu'on a découvert pas mal de choses vraiment géniales. Merci aux élus aussi d'être venus, d'avoir joué le jeu, de s'être déplacés. Je sais que vous avez un emploi du temps assez chargé. Voilà, c'est cool. Merci à tout le monde. Oui, oui.